Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau programme au contenu vidéoludique sur le canal des internets pour vous présenter un nouvel essai de caméra destiné aux opérateurs vidéo aguerris. Nous vous invitons cordialement à presser le bouton d'abonnement pour rester informé de nos prochaines télédiffusions et nous vous souhaitons un très bon vidéogramme. Voici à quoi aurait pu ressembler cette vidéo si elle était sortie il y a un quart de siècle et il n'y a aucun anachronisme ici puisque j'ai acheté la meilleure caméra numérique au monde de l'an 99. Ça faisait longtemps que je voulais vous parler des caméras broadcast et comme on ne maîtrise réellement une technologie qu'en comprenant d'où elle vient, je me suis dit qu'il était temps de se lancer un nouveau défi, réaliser une vidéo YouTube avec la meilleure caméra des années 2000 et tenter de comprendre pourquoi il existe encore aujourd'hui des versions qui coûtent par exemple, pour sa version actuelle, près de 40 000 € sans objectif. Mais avant de voir tout ça, je tiens sincèrement à vous remercier d'être toujours aussi nombreux à suivre mes vidéos, à commenter, à partager. J'ai la meilleure communauté et je tiens sincèrement à vous le dire et à vous remercier pour ça. Pour en venir à notre gros joujou, qu'est-ce qui m'a pris d'acheter ce truc ? Comme bon nombre d'entre nous, on peut dire que je suis un enfant de la télé. J'ai grandi avec les programmes iconiques des grandes chaînes, la Star Academy, Koh-Lanta, Fort Boyard, La Nouvelle Star et bien d'autres. Mais comme je n'étais pas assez grand pour en comprendre tous les tenants et aboutissants, je passais parfois plus de temps à essayer de comprendre comment une émission télé était techniquement construite plutôt qu'à la suivre. Je me souviens scruter du regard les bords des plateaux pour tenter d'apercevoir une partie de l'équipe technique, avec parfois plus ou moins de succès. C'était un peu fort accord avant l'heure, version PAF. Et même sans voir tout ça, en observant simplement le rythme, les mouvements de caméra, les effets de lumière et de son, ça donnait parfois lieu à des constructions plutôt étranges, notamment en regardant le chaînon manquant. Attendez, quoi ? Vous ne connaissez pas le chaînon manquant ? Mais que faisiez-vous au début du siècle ? Réfléchissez, votez et éliminez le chaînon manquant. Avec 3 bonnes réponses consécutives, Paul est statistiquement le chaînon fort de cette manche. Paul, quant à lui, a fait perdre 2 € à son équipe. Il est statistiquement le chaînon manquant. Mais les candidats ont-ils voté selon la raison ou selon leur propre raison? La réponse... Temps du vote, c'est le moment de nous révéler qui selon vous est le chaînon manquant. Paul. 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 Paul, pourquoi Paul ? Il a passé plus de temps à observer l'équipe technique autour de lui qu'à répondre aux questions. Donc à partir de ce moment-là, j'estime qu'il doit partir. Ma sentence est irrévocable. Oui, enfin, calmez-vous. Ici, c'est le chaînon manquant, pas Koh-Lanta. Paul, pourquoi Paul ? Même chose, j'estime qu'effectivement il a sa place sur le plateau, mais pas du côté des candidats. Oui, enfin, vous êtes gentil, les punchlines, c'est moi, pas vous. Paul, pourquoi vous-même ? Tout simplement parce que... Paul, vos 2 neurones n'ont visiblement pas trouvé la bonne route, mais vous allez trouver la sortie. Paul, vous êtes le chaînon manquant. Au revoir. Ils regardent trop l'équipe technique, je sais pas quoi, ça parle d'équipe, mais ils savent même pas respecter la leur. C'est pitoyable. De toute façon, ça va, je le vis bien, je suis bon joueur, on me l'a toujours dit, mais ils ont de la chance, parce que je le vis bien, Tout comme le chaînon manquant, cette caméra a très certainement été présente sur une pléthore d'émissions cultes, ce qui, par conséquent, la rend elle aussi tout à fait légendaire. Par contre, ne cherchez pas à savoir sur quel film elle a été utilisée, car il était impensable de tourner un long métrage avec une caméra numérique il y a 25 ans. Enfin, presque impensable, puisque le tout premier film à être intégralement tourné en numérique à 24 images par seconde en Full HD était Vidoc, dont le tournage a eu lieu en 2000 avec un prototype de Sony, la Cinealta HDW F900. Au final, elle n'était pas si différente de celle-ci, excepté sa définition, Full HD, donc bien au-delà de notre DSR 500 qui ne tourne, elle, qu'en SD, avec environ 5 fois moins de pixels. Du coup, j'ai profité du fait qu'elle soit totalement obsolète, et ça depuis des années, pour l'acheter à seulement 2% de sa valeur initiale, et je l'ai reçue comme ça, il n'y a pas de batterie, pas d'adaptateur trépied,
et pas de cassette. Oui, des cassettes qu'on peut rembobiner avec un stylo, mais je vais pas le faire parce que ça coûte très cher. Et oui, bien qu'il s'agisse d'une caméra numérique, donc qui enregistre des 1 et des 0, elle le fait encore sur des cassettes à bande magnétique. Et même si ce support paraît totalement dépassé aujourd'hui, eh bien il ne l'est pas tant que ça, puisque pour l'exemple, Lina utilise toujours des bandes LTO pour stocker des millions d'heures d'images. Ça ressemble un peu à des cassettes DV, à la différence qu'une seule d'entre elles peut stocker plusieurs téraoctets de données pour un coût relativement faible. Et j'ai avec moi une cassette grande capacité, près de 40 Go disponibles là-dedans, stratosphérique pour l'époque. C'est donc 184 minutes de film non-stop qu'on va pouvoir record là-dessus, c'est vraiment top. Donc la cassette est en place. Il y a aussi une batterie V-Lock qui se clipse en V, c'est un standard sur les caméras de ce gabarit. Et ce qui est bien, c'est qu'elle ne me sert pas uniquement pour cette caméra, mais également pour un objet que vous connaissez bien et qui, en ce moment, je l'avoue, prend un petit peu la poussière. D'ailleurs, sur la plupart des Stead Pro, il y a souvent 2 V-Lock, voire même 4, voire même plus, j'en ai vu avec 6. Vous remarquerez qu'il y a, comme sur la plupart des cams broadcast, un micro d'ambiance qui est fixé à l'avant et qui se branche directement à l'avant de la caméra, mais également à l'arrière de quoi ravir tous les sondiers, puisqu'il y a 2 entrées XLR avec toutes les options possibles imaginables, mic, line, mono, stéréo, alimentation fantôme, entrée ligne, etc. Et l'objectif à baïonnette, j'arrive à le fixer, parfait. Voilà, si tout ça vous intéresse, on pourra bien sûr développer la partie technique dans une prochaine vidéo, mais pour l'heure, on a un défi à relever et, vous entendez ? Je crois qu'une course est sur le point de démarrer, l'Entrelacs Run and Trail, c'est parti pour réaliser la meilleure séquence b-roll du XXe siècle. Allons voir ce qu'elle a dans le ventre. Alors on va se mettre dans le son, c'est parfait, dans le son du speaker. Ce qui est bien, c'est que là on passe quasiment inaperçu, donc nickel, discrétion parfaite. Wow, c'est lourd, hein, c'est lourd. Bonjour, allez ça tourne. Et c'est parti. Pour être honnête avec vous, ne sachant pas à quoi m'attendre, j'avais carrément sous-estimé la difficulté de ce défi. La caméra est lourde, peu maniable, plus de 6 kg à supporter à bout de bras, ça n'a rien de comparable avec aujourd'hui. J'ai un mal fou à voir ce que je filme et je ne peux pas me résoudre à cadrer simplement à l'épaule. Difficile également de relire les rushs au fur et à mesure pour checker la qualité, car je prendrais le risque de rembobiner la cassette et d'écraser un rush déjà tourné. Sur ce coup-là, j'y suis clairement allé la fleur au bout de l'objectif. C'est difficile, à la fois physique, mais à la limite on a presque l'habitude avec les Ronin aujourd'hui de porter du poids au bout du bras, donc ça c'est presque plus un problème. Le bout de la caméra bouge différemment que le milieu et que l'arrière de la caméra. Quand par exemple on filme en bas comme ça et qu'on essaye de regarder ce qu'on fait, on se réfère juste à la ligne de la caméra pour savoir où est-ce qu'on cadre. C'est pas facile. Alors... Pour l'instant, j'ai encore le sourire de façade, mais au fond, le doute s'installe. Entre gérer le point, le zoom, le poids, tout ça dans un moniteur plus petit qu'un timbre-poste, c'est évident, cette caméra offre des possibilités d'un autre temps. Je commence tout juste à me rendre compte de la difficulté de ce défi. Profitons de ce petit moment de flou pour comprendre pourquoi il existe encore aujourd'hui des caméras avec ce gabarit. Eh bien déjà, il y a 25 ans, on n'avait tout simplement techniquement pas le choix. Imaginez devoir construire un appareil capable de capter des images, les enregistrer, les afficher en temps réel, les transmettre en régie, pouvoir zoomer et dézoomer d'une simple pression, enregistrer du son en interne, être auto-alimenté, être transportable par un seul opérateur, être adaptable sur épaule,
épaules, sur pied et sur machinerie, et pouvoir interagir en entrée et en sortie avec beaucoup d'éléments externes. En ajoutant tous ces blocs et en les compactant au maximum, on arrivait à ce modeste gabarit de 60 cm de long pour un poids d'environ 6 kg. Le temps a passé et les caméscopes de pointe, plus accessibles et beaucoup plus compacts, ont fait leur apparition. Mais alors, question à 1 million. Pourquoi ces caméscopes numériques compacts ont-ils quasiment disparu du marché ces dernières années au profit des mirrorless et des DSLR? Je reformule la question pour que tous nos téléspectateurs la comprennent bien. Pourquoi aujourd'hui, l'écrasante majorité des créateurs de contenu se tournent vers des caméras qui ressemblent à des appareils photo plutôt qu'à de véritables caméras tout en un? Pardon, mais ça vous a pas suffi le chaînon manquant? Faut encore m'humilier comme ça? C'est minable, Jean-Paul, vous m'entendez? Minable. Pourtant, il était facile de remporter le jackpot avec cette question, car en télé, en journalisme et en sport, on recherche avant tout la rapidité d'exécution. Une caméra tout en un, avec un zoom motorisé et une connectivité ultra polyvalente, pensée pour s'intégrer dans un workflow ultra efficace. Voilà pourquoi une caméra type broadcast, petit, moyen ou gros gabarit, est, dans ce cas précis, la plus adaptée. Pour ceux d'entre vous qui ont suivi les Jeux Olympiques de Paris, par exemple, on est sur un dispositif entièrement broadcast, donc avec des caméras spécialisées dans la production de flux en direct, qui sont en permanence connectées à une régie et même en partie pilotées depuis celle-ci. Elles sont toutes équipées d'un objectif motorisé surpuissant pour modifier les valeurs de plan en moins de temps qu'il faut pour le dire. Leur gabarit est similaire à celle-ci et leurs capteurs sont au format 2/3 de pouce, donc bien plus petits que sur une caméra cinéma ou encore sur la caméra qui me filme en ce moment, l'Alpha 7 III. A l'inverse, en fiction, en documentaire et désormais de plus en plus sur YouTube, on recherche en priorité l'esthétique de l'image et non l'ultra polyvalence. L'objectif zoom est loin d'être indispensable puisqu'on tourne la plupart du temps en focale fixe ou avec une courte focale avec des objectifs qui ne zooment pas ou qui zooment peu. Lorsque l'on souhaite changer de valeur de plan, on change tout simplement d'objectif. Les besoins techniques sont donc bien différents et les caméras le sont elles aussi. Si on est aussi nombreux à utiliser aujourd'hui ces types de boîtiers, c'est que nos usages se rapproche davantage de celui de la fiction et non de la diffusion. Et ça se vérifie sur le terrain, même dans l'esprit des gens. Je me suis fait appeler France 3 toute la matinée, alors qu'Antoine, mon cadreur, lui était chargé de réaliser l'after-movie de l'événement. En tout cas, c'est ce que tout le monde pensait en nous regardant. Je vais essayer de faire des plus gros plans. L'idée, c'est d'aller choper des regards, des sourires, mais sans qu'on me voie, forcément, sinon c'est plus naturel. Ouais, la discrétion incarnée. Allez, le compétiteur en moi a repris de la force et c'est pas une simple caméra qui va m'arrêter. Plan après plan, j'arrive de nouveau à créer un peu de matière, du moins je l'espère. Depuis tout à l'heure, je filme tout avec le viewfinder, qu'on appelle aussi œilleton. Et en fait, il y a une solution que j'avais pas tout de suite remarqué pour voir beaucoup mieux, c'est d'enlever la petite loupiote qui est ici. Et du coup, on a accès directement à l'écran et on a une vue un peu plus large, donc ce qui fait que même en tenant la caméra à la main, on voit un petit peu mieux ce qui se passe quand même si l'écran est vraiment très petit. Ouais, c'est pour la transition. Ça y est, tous les compétiteurs sont maintenant partis. Le but n'étant pas de suivre la course, notre mission s'arrête ici, mais une autre commence. Ça y est, fin de tournage, tout est dans la boîte, mais le défi est loin d'être terminé, puisqu'il faut maintenant passer tous les rushs qui sont dans la cassette pour les mettre sur l'ordinateur. Il faut réaliser l'acquisition. Pour ça, je pourrais passer par un lecteur de cassette DV-Cam comme celui-ci, pour obtenir donc la meilleure qualité d'image possible. Le seul souci avec ça, c'est pas qu'il est lourd, ça c'est un fait, mais c'est plus que il est HS, il marche plus. Donc en fait, on va devoir utiliser la deuxième méthode pour le faire, c'est-à-dire utiliser le lecteur cassette qui est directement intégré dans la caméra. Pour ça, on va connecter la caméra à l'ordinateur via un port FireWire. Ouais, c'est quelque chose qui n'existe plus aujourd'hui. L'ordinateur va prendre le contrôle de la caméra et va pouvoir lire en temps réel les images. Je vous montre ça tout de suite. On bloque la caméra et comme vous en doutez, ma tour n'était pas du tout équipée de port FireWire. Du coup, j'ai dû installer cette petite carte juste au-dessus de l'énorme carte graphique. Et on a donc même trois ports FireWire, donc deux ports FireWire
FireWire 800 et un 400. C'est en gros un peu comme l'USB, il y a de l'USB normal qui existe et aussi du micro USB. Ensuite, il reste plus qu'à chercher où se trouve le port FireWire sur la caméra. Il est juste ici. Je branche ensuite le câble, donc 800 vers 800, on branche ici. On peut mettre sous tension la caméra et la tour. Je suis un peu stressé en vrai, je sais pas du tout ce que ça va rendre, donc j'ai hâte de voir ça. Ça y est, on se retrouve enfin devant le banc de montage pour dérusher, pour faire l'acquisition de la bande. Et on peut pas le faire avec n'importe quel logiciel malheureusement, il faut le faire avec une ancienne version de Premiere Pro, puisqu'Adobe a décidé à peu près depuis 2020 que ce n'était plus utile d'utiliser cette fonction. Je me demande bien pourquoi. On va dans Fichier Acquisition, ça fait depuis 2010 que j'ai pas fait ça, donc ça fait 15 ans. Je suis un peu rouillé là, je pense que je sais plus faire. Donc là normalement, ce qu'il y a au centre, c'est ce qu'affiche la caméra en temps réel, avec un petit décalage. À droite, c'est toutes les options audio et vidéo, donc pour nommer le fichier, tout ça. À savoir qu'ici, on va pas avoir un découpage rush par rush, mais on va avoir un bout à bout global qu'on appelle un ours. Et c'est une fois qu'on aura cet ours qu'on va découper des morceaux de rush à l'intérieur. Tout simplement parce que la bande cassette ne se découpe pas. Hein. C'est un rush est enregistré, il vient se placer à la suite de l'autre, etc., etc. Donc là, il me semble qu'il faut rembobiner. On clique sur rembobiner en arrière. Écoutez-moi ce son pur de rembobinage de cassette, c'est incroyable. C'est quand même très très long, je vais aller voir ce qui se passe parce que ça m'inquiète. Et ben voilà, pile poil à ce moment-là, ça a fini de rembobiner, c'est parfait. Ok, ça y est, magnifique, on voit les rushs. Alors là, l'affichage est entrelacé, c'est pour ça qu'il y a des petits balais. Mais nous, on va cocher une option pour désentrelacer automatiquement les images. Là, c'est quand on se mettait en place avant le tournage. Et ça y est, les premiers rushs tombent, parfait. Après, l'image me paraît quand même très très bleue, très froide. Je sais pas pourquoi, est-ce que c'est normal? Je crois qu'il y a un problème, les images sont bleues. Il y a un problème de balance des blancs visiblement. Et je comprends pas pourquoi. En fait, c'est la première fois que je voyais ça de ma vie et j'en ai payé le prix. Sur les caméras professionnelles, il est courant de trouver des filtres physiques qui viennent se placer devant le capteur et qu'on peut facilement déplacer avec une molette placée juste à côté. Ça évite de devoir le faire à la main devant l'objectif. Dans la plupart des cas, il s'agit de filtres ND qui permettent de réduire la quantité de lumière transmise au capteur. ND4 pour de l'extérieur mauvais temps, ND8, 16 ou 32 lorsqu'il fait beau par exemple. Mais c'était pas tout à fait le cas ici. Il y a effectivement des filtres intégrés, mais couplés à des correcteurs couleurs chauds ou froids. Là où désormais il semble logique de gérer la balance des blancs numériquement, il semble qu'avant ce ne soit pas le cas. Impossible de me rendre compte que l'image tire dangereusement sur le bleu, car l'écran du viewfinder est en noir et blanc. Reste plus qu'à rattraper la colorimétrie dans Premiere Pro, ce sera loin d'être parfait, mais ça limitera la casse. Franchement, on se croirait vraiment dans une autre époque avec cette patte caractéristique d'image début des années 2000. S'il n'y avait pas quelques éléments actuels comme les vêtements techniques de sport ou les voitures, il reste plus qu'à ajouter un logo INA et là c'est bon, l'illusion est parfaite, on se croirait vraiment dans les années 2000. Et vous le savez maintenant, le montage reste la partie que je préfère faire et que j'adore enseigner. Voilà pourquoi j'ai deux annonces importantes à vous faire. La première concerne le lancement de ma nouvelle école de montage vidéo entièrement en ligne. Il s'agit d'une école diplômante avec plusieurs programmes adaptés à votre niveau, dont le programme Editing Basics avec plus de 30 heures de formation en visio et en e-learning et qui est 100% finançable avec le CPF. Le lien est en description. Et pour ceux d'entre vous qui souhaitent simplement partager leurs meilleures créations, échanger autour des questions matos, poser des questions techniques sur le matériel et les nouveautés, on lance dès maintenant notre nouvelle communauté gratuite sur Telegram. Le lien est encore une fois en description et il vous suffit ensuite de remplir le formulaire d'inscription sur le site et notre équipe s'occupe du reste. On vous attend nombreux. Donc on se retrouve dans Premiere Pro avec nos 4 ours que j'ai préféré diviser par souci de simplicité. Et maintenant, on va s'occuper de retrouver les coupes initiales des rushs. On pourrait le faire manuellement, mais ça nous prendrait un temps fou, en retrouvant précisément où se trouve chaque coupe, en zoomant, en cutant, etc. Mais ça va être très long, alors qu'il y a un outil plus simple qui permet de le faire, c'est clic droit sur l'élément et d'aller dans Détection de montage de scène, d'appliquer une coupe à partir de chaque point de coupure détecté. On analyse, et maintenant que c'est fait, on voit que Premiere Pro a automatiquement créé des coupes. Maintenant l'idée c'est d'ajouter une musique et de laisser parler sa créativité. On va voir si on arrive à en tirer quelque chose et c'est parti.
Ça exporte, ça devrait aller assez vite car on n'est même pas en HD, donc dans quelques secondes, on regarde le résultat. Franchement, quel kiff d'utiliser une telle caméra, quel kiff d'utiliser un tel monument de l'histoire télévisuelle. Je vais faire un truc dont j'ai toujours rêvé. Ah, viens par là, toi. C'est toi qui vas me filmer maintenant. Je vais juste régler un petit peu la hauteur en essayant d'éviter de filmer la softbox. On va reculer un tout petit peu le cadre. Voilà. Et dire que certains youtubeurs utilisent des filtres vintage, petit joueur. J'en profite pour vous montrer ce que ça fait d'être dans la peau d'un youtubeur. Voilà ce qu'on voit, voilà ce qu'on vit. C'est assez paradoxal puisque on se sent très seul, comme vous le voyez, mais en même temps on se sait dans la lumière. Donc oui, c'est assez étrange comme sensation. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura appris plein de choses. J'espère que vous avez découvert énormément de choses. C'était le but en tout cas. Un merci spécial à Nicolas Dequin, Christophe Flamand et Thierry Paulme pour leur précieux aide durant l'écriture de cette vidéo. Sans eux, ça aurait pas été la même. Toutes les infos et musiques sont en description. Comme d'habitude, ça fait vraiment bizarre de s'adresser à cette caméra télé. Et je vous laisse avec le résultat du défi sur la vidéo. Tout simplement. Ouais, c'est moche, ça ne raconte rien, mais c'est tourné avec ça.